Le problème à deux corps. Une fanfiction Sherlock Holmes par Al Recha. Chapitre 1. La vie privée de Sherlock Holmes. Le lecteur qui a pris la peine de lire attentivement les écrits que j'ai consacrés aux aventures de mon ami, M. Sherlock Holmes, aura sans doute noté les mentions qu'il m'est arrivé de faire concernant son caractère particulier et les brusques changements d'humeur dont il était l'objet. L'intérêt principal de mes récits résidant avant tout dans le raisonnement exceptionnel et les déductions extraordinaires de mon ami, je me suis efforcé, autant que faire se peut, de m'en tenir aux faits et à la logique. J'entends encore Holmes me faire remarquer que j'ai totalement échoué sur ce point, et romancé bien trop à son goût ce qui lui apparaissait probablement comme des évidences mathématiques. Il me semble cependant que j'ai réussi à vulgariser auprès d'un public dont je m'étonne encore de la fidélité, les méthodes rationnelles qui constituaient l'essence même de la science de la déduction. Je n'ai jamais répondu aux trop nombreux solliciteurs qui me réclamaient le récit de la vie privée de Sherlock Holmes, et m'en suis toujours tenu au compte-rendu de ses enquêtes. Mais en me relisant bien des années plus tard, je me rends compte qu'il m'est arrivé, plus souvent qu'à mon tour, de glisser nombre de remarques sur son caractère excentrique. À présent que me voilà vieux et nostalgique de cette époque d'aventure et de mystère, je me suis surpris à parcourir d'anciennes notes concernant des affaires où apparaissaient des personnalités connues et que je ne pouvais publier à l'époque. Mais la gloire et la renommée passant comme le reste, je suis à présent tenté d'exhumer quelques cas, relativement anciens, survenus dans les premières années de ma collaboration avec Holmes, qui m'ont non seulement amené à admirer l'acuité et la vivacité de son esprit, mais également permis de mieux comprendre le fonctionnement atypique de celui qui allait devenir mon ami le plus cher. Il me fallut bien des années, à la fois parce qu'il ne se livrait pas facilement et parce que son mode de pensée était unique en son genre, pour apprendre à connaître Sherlock Holmes, à comprendre ses manies, et malheureusement le prix qu'il devait payer pour posséder un esprit aussi brillant et exceptionnel. Car le don extraordinaire qui était le sien s'accompagnait bel et bien d'une malédiction, dont j'aimerais parler ici, et contre laquelle il a lutté toute sa vie. J'ai évoqué dans une étude en rouge la première enquête que je suivis aux côtés de Holmes, mais à aucun moment je n'ai, pour la suite, cherché à expliquer comment, de spectateur imprévu et occasionnel, j'en suis venu à me trouver à ses côtés pour la plupart de ses affaires. Il est temps, peut-être, de réparer cet oubli. Nous étions à la fin du mois de mars 1881. La pluie battait sans discontinuer les carreaux de notre petit appartement. Londres semblait noyée sous des trombes d'eau. Durant les jours qui suivirent mon séjour dans le Surrey, je demeurais la plupart du temps à Baker Street, songeant, non sans une certaine angoisse, que d'ici quelques mois, à l'été ou plus tard, il me faudrait retrouver une occupation qui me permît de payer ma part de loyer, une fois épuisée la pension gouvernementale qui m'avait été octroyée après ma démobilisation. Je ne pouvais imaginer retourner dans l'armée, après avoir été blessé aussi sévèrement. Mais ouvrir un cabinet médical à Londres me paraissait tout aussi inenvisageable, quoique pour des raisons bien différentes. Comment, avec le peu que je possédais, louer un local digne de ce nom, le meubler, me créer une patientèle? J'en étais là de mes réflexions lorsque Mrs. Hudson apparut sur le seuil de notre pièce commune. « Je vous demande pardon, docteur, mais il y a là une dame qui désire voir M. Holmes. Je l'ai fait patienter dans mon propre salon, ne sachant pas si... » Elle laissa sa phrase en suspens et lança vers la porte de la chambre voisine un regard éloquent, aussi réprobateur qu'interrogateur. Notre logeuse savait, tout comme moi, que Holmes n'était pas encore levé, quoiqu'il fût 11 heures passées. Je ne l'avais presque pas vu durant ces derniers jours. Il apparaissait périodiquement, à l'heure des repas, puis s'enfermait dans sa chambre d'où s'échappaient à intervalles réguliers des fumées inquiétantes, accompagnées d'odeurs nauséabondes. J'en avais déduit qu'il se donnait à quelque expérience qui semblait l'avoir tiré du marasme où je l'avais trouvé lorsque j'étais rentré à Baker Street. Il était redevenu plus loquace, me jouant volontiers le soir 1 ou 2 airs de violon au lieu de pincer ses cordes dans une cacophonie disharmonieuse qui sans nul doute reflétait son état d'humeur du moment. Le matin, cependant, rien ne semblait pouvoir le tirer de son lit avant l'heure du déjeuner. « Cette dame est bouleversée, » poursuivait Mrs. Hudson. « Elle a besoin d'aide, c'est évident. Et si M. Holmes souhaite avoir davantage de clients, peut-être faudrait-il qu'il fasse quelques efforts pour les recevoir lorsqu'il se présente à une heure décente de la journée. » Je ne pus m'empêcher de sourire à l'énonciation de cette diatribe sévère mais parfaitement légitime. « Je m'en occupe, Mrs. Hudson. Auriez-vous la gentillesse de demander à cette dame de patienter encore une dizaine de minutes? »« Dr. Watson, » me répondit notre logeuse en se penchant vers moi. « C'est aussi pour M. Holmes que je m'inquiète. Je pense qu'une affaire pourrait lui faire du bien. » Je m'étonnais de constater que Mrs. Hudson, qui ne connaissait pas Holmes depuis plus de 6 mois, semblait en savoir ou avoir deviné, plus long que moi sur ses activités, ses habitudes irrégulières et ses malheureuses tendances à négliger son propre corps lorsque son esprit était soit trop peu nourri par les enquêtes qui se présentaient à lui. Remisant pour y réfléchir plus tard cette pensée dans un coin de mon cerveau, j'acquiesçai, me levai et allai frapper à la porte du détective. N'obtenant aucune réponse, je me permis d'entrer
espérant que l'affaire était d'importance et que je ne le dérangeais pas pour rien. La chambre de Holmes était à son image, tantôt impeccablement rangée, tantôt dans un état de désordre indescriptible. Ce jour-là, on eût dit qu'une tornade avait traversé la pièce. Je m'approchais non sans mal du lit, évitant les nombreux vêtements, livres, documents et autres objets moins inoffensifs, comme une bouteille d'acide mal rebouchée ou un scalpel bien aiguisé qui jonchait le sol, et posais avec douceur ma main sur l'épaule de mon colocataire. Ce dernier semblait dormir profondément. « Holmes, une cliente est arrivée. » Le mot « cliente » eut sur lui un effet immédiat et saisissant. Il se redressa sur son lit avec une promptitude surprenante, les yeux grands ouverts et parfaitement éveillés, et bondit hors des couvertures vers le coin de la chambre où se trouvait son cabinet de toilette, non sans un chaleureux sourire à mon endroit, alors qu'il passait en trombe devant moi. Souriant à mon tour, je le laissai à ses ablutions, pas si matinales, et passai moi-même au salon, où je m'efforçai de mettre un peu d'ordre afin que le détective pût recevoir convenablement sa visiteuse. Moins de 10 minutes plus tard, Sherlock Holmes, tiré à 4 épingles, rasé de près, impeccablement coiffé, pénétrait dans notre pièce commune que je m'étais laborieusement astreint à rendre présentable, alors que Mrs. Hudson y introduisait une femme vêtue de noir, qui serrait dans sa main gauche un mouchoir de soie. Appréciant d'un coup d'œil la très nette amélioration de l'état de notre salon par rapport à la veille au soir, il me gratifia d'un sourire et d'un « merci, docteur », puis reporta son attention sur sa cliente. Après avoir respectueusement salué cette dernière, je m'apprêtais à me retirer dans ma chambre lorsqu'elle esquissa un geste dans ma direction. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous médecin ?» Je me retournai sur le seuil de la pièce et observai plus attentivement la nouvelle venue. C'était une femme de 35 à 40 ans, dont la pâleur et les traits tirés ainsi que la robe de deuil laissaient supposer qu'elle venait d'être cruellement frappée par le sort. Ses yeux verts, rougis par les pleurs, me fixaient et semblaient me demander de l'aide. « En effet, madame, répondis-je, John Watson, médecin militaire démobilisé, à votre service. Peut-être serez-vous assez bon pour me donner un avis professionnel ? Tous les membres de notre famille ont reçu un terrible choc hier soir, mais ma nièce a été particulièrement affectée et a refusé de recevoir notre médecin habituel. Je comptais, en venant à Londres, m'adresser à un de ses confrères, mais je souhaiterais rentrer au plus tôt auprès de mon époux. Aussi, si vous acceptiez... » Holmes l'interrompit avec une certaine brusquerie qui n'était cependant pas dénuée de sollicitude. « Vous pouvez considérer le docteur Watson comme un autre moi-même, et dire devant lui tout ce que vous jugerez nécessaire sans redouter la moindre indiscrétion de sa part. Si vous ou un membre de votre famille avez besoin des services d'un médecin... » Il se tourna vers moi avec un regard interrogateur, peut-être hésitant, craignant sans doute par impatience de s'être trop avancé à ma place. Son intervention m'avait en réalité agréablement surpris, et entraîné par la curiosité autant que par la compassion que j'éprouvais envers cette femme, venue chercher de l'aide auprès de mon colocataire, je n'hésitai pas un instant pour acquiescer et assurer notre visiteuse de ma bonne volonté et de mon absolue discrétion. Elle me remercia d'un sourire quelque peu tremblant, tandis que Holmes reprenait en main la conduite de l'entretien. « Et maintenant, madame, veuillez nous expliquer ce qui vous amène ici, et quel est ce terrible choc qui vous a poussé à laisser votre époux, malgré des circonstances évidemment pénibles, pour venir me demander conseil. Monsieur Holmes, je suis Lady Amelia, épouse de Lord Alfred Thornhill. » Je m'efforçais de ne rien laisser paraître de mon intérêt. Lord Thornhill, magistrat à la haute cour de justice de Londres, était une personnalité bien connue, très proche du ministre de la Justice et réputé particulièrement sévère dans sa juridiction. « Hier, reprit notre visiteuse d'une voix vacillante, la plus terrible des tragédies a frappé notre maison. Mes 2 fils, mes 2 petits garçons, ont été trouvés morts dans le jardin de notre propriété près de Hampstead, mutuellement percés d'un coup d'épée en plein cœur. » Si vous souhaitez suivre cette enquête aux côtés de Holmes et de Watson, rendez-vous sur fanfiction.fr.